commencer par dire qu'il y a Abel Abdallah a prononcé plusieurs fois, en réponse à des questions, le mot « inciter à réfléchir ». C'est à peu près exactement ce dont je vais vous parler, je pense. Ma présentation va peut-être être un peu moins palpitante que beaucoup que vous avez déjà vu, parce que je ne suis pas là pour vous montrer des cas réels. Alors, simulation numérique, maîtriser un outil. Former les talents de demain. Moi, j'étais patron d'une boîte, ingénieur conseil. Il y a des tas d'académiques universitaires qui sont très forts pour faire des cours dans la salle. J'ai commencé par me demander pourquoi on me demandait. Évidemment, j'ai imaginé qu'il y avait une raison. Ce dont je vais vous parler, c'est pas faire un super programme de formation pour des ingénieurs. Ça, c'est pas ma compétence. C'est, je dirais, le point de vue de l'utilisateur. Pas de l'utilisateur des modèles, de l'utilisateur des modélisateurs. De quoi j'ai besoin quand je m'achète un modèle... Pardon. Quand je travaille avec un modélisateur. Quelles sont les qualités et les compétences dont il a besoin, dont il ou elle a besoin, pardon. Cette présentation est basée sur des travaux qui durent maintenant depuis 3 ans, que j'anime au sein du groupe de travail 30.2 de l'AFTES, intitulé « Simulation numérique pour les ouvrages souterrains », un truc comme ça. Enfin, en gros, c'est la simulation numérique et c'est pour l'AFTES. Elle est basée sur, au sens où cette recommandation devrait sortir d'ici la fin de 2025, normalement. Ça fait 3 ans qu'on travaille dessus, donc les réflexions sont déjà bien avancées. Il y a pas mal de mise en forme à faire encore. Et donc, ce que nous pensons recommander comme bonne pratique, on aimerait bien que les ingénieurs qui arrivent tout frais et moulus chez nous, ils les aient déjà, bien sûr. Donc, pas universitaire. Ici, là, ce que je vais vous donner, c'est plutôt, je dirais, quelques réflexions, quelques points de vue sur qu'est-ce qui fait un bon simulateur, ou un bon modélisateur, parce que simulateur, ça a un sens un peu ambigu. Qu'est-ce qui fait un bon modélisateur et comment est-ce qu'on peut y arriver? Simulation numérique, maîtriser l'outil. À votre avis, qu'est-ce qui est le plus important là-dedans? Ouais, maîtriser, ça paraît évident, n'est-ce pas? Et puis dans le reste, je dirais que les deux moins importants, c'est numérique et l'outil. Simulation, c'est fondamental. Pourquoi? Parce que dans simulation, dans le mot simulation, il y a l'idée de savoir de quoi on parle. N'est-ce pas? Alors de quoi on parle? On parle d'un sol, d'une roche, d'un renforcement. Alors là, je suis parti dans quelques notions de base. On peut aller beaucoup plus loin. Hein. Je ne vous parle pas de dynamique, de fluage, etc. etc. C'est un puissant fond, si je puis dire. Hein. Continu ou discontinu, c'est quelque chose qui arrive assez fréquemment, surtout dans le métier que j'ai fait, où j'étais plutôt quand même... J'avais beaucoup de camarades au comité français de Mécaroche qui m'ont fait la remarque que j'aurais pu mettre leur logo ici. Ben non. Le numérique, c'est le moins important. Alors là, je vois des universitaires qui vont peut-être pas être tout à fait d'accord. C'est le moins important pour être un bon ingénieur en simulation numérique. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas fondamental. Le numérique, c'est surtout l'affaire des développeurs. Et puis, il faut en connaître un petit peu. Je fais toujours cette comparaison. Moi, j'étais patron d'une boîte, je ne suis pas expert comptable. N'est-ce pas? N'empêche qu'il valait mieux que je comprenne ce que me raconte l'expert comptable et que je sache à peu près comment il travaille pour pouvoir discuter avec lui des résultats de ma boîte. Le numérique, pour moi, c'est un peu ça, dans l'attitude de la personne qui fait la modélisation. Ah, je voulais vous raconter encore une petite chose là. Le modèle est un monde fini. Au sens clos, tout est défini par l'utilisateur ou le programmeur qui a fait le modèle, etc. Mais tout est défini. Dans un modèle, vous êtes Dieu, omnipotent. Il vaut mieux aussi être omniscient, parce que si on est omnipotent sans être omniscient, on a un souci. On reviendra sur ce point-là, n'est-ce pas? Le modèle est un monde fini. La réalité, oui, d'accord. Dans le principe, si on voit vraiment large, oui. Mais nos cerveaux, ils voient la réalité comme un monde qui n'est pas fini, n'est-ce pas? On ne connaît pas tout. Elle est inconnaissable même. Qu'est-ce qui caractérise les problèmes auxquels on s'attaque, nous? On peut les mettre sur une ligne entre très compliqué, pas de budget, très simple, un très gros budget. Je fais un stockage de déchets nucléaires dans une roche très très simple. Alors, je sais, ça n'arrive pas. Je parle du budget, là. Des données inexistantes ou complètes. Avec un modèle numérique, si on est là,
on peut prédire. Si on est là, on peut aussi utiliser un modèle numérique, de préférence ne pas utiliser un trop gros budget, parce qu'il ne va quand même pas servir énormément, pour essayer de comprendre les mécanismes. On va, en simulation numérique, dans le souterrain, puisque je suis là au nom de l'AFTES, on est plutôt plus proche de ce point-là que de celui-là. On n'est jamais exactement là, mais on est plutôt par là. Ça veut dire que la compréhension des phénomènes, ça va être le point fondamental dans notre activité. Un dernier point sur cette diapo que j'ai oublié. Il y a une espèce de dialectique qu'il faut avoir entre le réel et le virtuel, contrairement à quand on fait un cours virtuel avec ce que racontait Abdel Abdallah, qui est excellent pour la formation. Ensuite, dans la vie réelle, c'est pas du virtuel. Donc on a toujours à l'esprit, je suis certes Dieu pour mon modèle, mais dans la vie réelle, non. D'accord ? Une certaine humilité va être une qualité importante de la part de la personne qui fait de la simulation. On peut faire une expérience amusante. Je l'ai faite un certain nombre de fois, je crois que c'est à l'EOST, mais peut-être aussi dans d'autres écoles où j'ai sévi un petit peu. Vous prenez une vingtaine d'étudiants, vous demandez des étudiants qui ont déjà eu un cours de Mécasol et autres quand même, parce qu'il faut qu'ils sachent un peu de quoi ça parle. Vous leur donnez un outil de préférence basique. Style, moi je m'amusais avec quelque chose qui est produit par nous, puisque je viens d'Itasca, je ne vais pas faire semblant. C'est un outil qui permet de faire de la CFI-réduction sur une géométrie simple, avec des tas de choses déjà pré-programmées, etc. Vous leur donnez ça, vous leur dites quasiment rien. Vous leur donnez la géométrie de la pente, et puis les caractéristiques quand même, puis vous les regardez se débrouiller. Vous laissez mijoter pendant 30 minutes, alors ça dépend de l'état des élèves. Si c'est le matin, c'est 30, si c'est après le déjeuner, c'est 45 minutes. Et puis vous regardez ce qui se passe. Ils vont jouer avec l'outil, entre guillemets, comme un enfant joue avec quelque chose que vous lui donnez. C'est pas péjoratif le mot jeu, pas du tout. Le jeu, c'est un apprentissage. C'est même la meilleure façon d'apprendre. On l'oublie peut-être un peu trop quand on arrive dans les classes supérieures, hélas. Ensuite, ils vont en général arriver à faire, si votre outil n'est pas trop mal foutu, puis vous allez leur demander qu'est-ce qui se passe si je raffine mon modèle. Ah tiens, tout d'un coup ça va tomber alors que ça ne tombait pas. Ouais, les bandes de cisaillement elles sont plus étroites. Je ne fais pas le dessin. Si je change l'état initial, ah oui, effectivement, K0, ça peut avoir un effet. Si je prends en compte de l'autre, si j'ajoute un phasage, etc. En 2 heures de TD, là, avec vos 20 élèves, le faites pas avec 50, parce que là vous serez mort à la fin de la journée, vous aurez pu leur montrer une chose qui est assez fondamentale quand on travaille avec des modèles, j'allais dire joue, parce que je me suis toujours considéré ça comme un jeu, c'est anticiper. Qu'est-ce qui se passerait si, là, ça, il faut se le demander au moment où on construit le modèle. Quelle est dans mon esprit la forme des déplacements, des déformations, etc. Par où passent les contraintes dans le modèle une fois qu'il a été réalisé. Et ça, je me le demande avant d'avoir commencé. Anticiper, c'est fondamental. Je dirais qu'il faut une petite dose d'arrogance pour être un bon modélisateur. Il faut avoir l'arrogance de dire, voilà ce qui va se passer. J'en déduis comment je vais faire, puis après, éventuellement, on a des surprises. Dans ce cas-là, on revient à l'humilité, bien entendu. Dit autrement, c'est le sens physique qui prime. Si vous avez le choix, au moment d'une embauche, entre embaucher un matheux et un physicien, prenez le physicien. Il n'y a pas photo. Désolé pour les matheux. Pour faire ce métier-là. Comment c'est fabriqué? Ça, c'est intéressant si vous avez moins d'élèves et plus de temps. Puis qu'ils ont une culture déjà un peu plus solide. Ils ont fait la programmation, ils ont des bases, etc. Vous leur demandez de faire un petit... alors là, il faut les aider un petit peu. Un petit modèle unidimensionnel. Alors chez nous, c'est des volumes finis, c'est des choses qui sont assez simples. Aféga M gamma, puis on écrit le... Et puis sur chaque élément, on écrit que la somme des forces est à l'équilibre, etc. Enfin, c'est des choses assez simples à faire. Moi, je me suis amusé à faire ça avec des élèves, je suis allé au ST aussi, mais je crois aussi aux mines de Nancy. Un programme de 3 fois 10 lignes permet de calculer une première propagation d'onde. Essayez, vous verrez, c'est amusant. Ça permet aux élèves de comprendre une chose qui est, à mon avis... Alors, on peut faire ça aussi avec les éléments finis. Ça, c'est notre précaré. Là, les éléments finis, ça marche aussi. Il y a des profs qui font ça aussi. Ça permet de comprendre quoi, ça?
Ça permet de comprendre que le moteur, il n'est pas si compliqué que ça. Ok, si vous avez un modèle non linéaire avec un solver un peu costaud qui vous permet de faire quelques millions d'éléments, programmer le solver, c'est non trivial. Mais on ne parle pas de ça. On parle du fait qu'un solver, c'est A, X égale B, et qu'il faut trouver X à partir de B et de A. Ouais, bon. Dit comme ça, même si on le fait beaucoup de fois, c'est pas très méchant. Conceptuellement, le moteur, il n'est pas très compliqué. Par contre, quand on commence à regarder les modèles de comportement, les différents processus physiques, vous en avez vu quelques-uns, il y avait une illustration, je suis désolé, je ne me rappelle plus de votre nom, le monsieur qui parlait de géomorphologie. Il y a des gens qui font des modèles, alors pas tout à fait de ça, mais de ce qui se passe dans une coulée quand vous savez qu'il y a eu des ruptures de barrages de stériles au Brésil il y a quelques années, qui ont fait un certain nombre de morts, et puis quelques milliers de kilomètres d'Amazone, pas terrible. Il y a des gens qui simulent ce genre de choses. C'est des matériaux granulaires qui sont transportés par l'eau dans des morphologies non triviales. Et ben, les processus physiques là-dedans, ils ne sont pas triviaux non plus du tout. Donc ce n'est pas le moteur qui est important, c'est ce qu'on met à côté. Quelles entrées? Là, je veux juste prêcher pour ma chapelle, entre guillemets. Plus votre modèle est sophistiqué, justement du point de vue du comportement, plus cette chose-là, qu'on considère souvent comme... allez, c'est automatique. Il y a des tas de codes qui vous mettent un K0 automatiquement, vous n'avez pas besoin de vous embêter, c'est cool. Alors, faites pas ça en Suède, parce que K0, c'est 2,5 à 10 mètres de profondeur, nous au Canada, etc. Si vous êtes à Toulon aussi, c'est pas terrible, parce que vous avez une montagne à côté, donc faites un peu attention à ce genre de choses. Hein. Donc, conditions initiales, il existe des problèmes que l'on peut traiter par la simulation numérique, pour lesquels la mise au point des conditions initiales, c'est les 3/4 du travail jusqu'à la fin de la simulation. C'est pas toujours vrai, bien sûr, il y a des tas de cas où c'est ces choses-là qui sont les plus importantes. Est-ce que j'en suis? Moralité, avoir fait un peu de géologie avant, ça peut servir. Avoir une culture géologique, ça peut servir pour faire une simulation numérique. Peut-être un jour, dans ma prochaine vie. C'est FMS quand même pas. Non, pardon. Non, j'ai des copains un peu partout, ça va, ils supportent. Moralité aussi, bien connaître l'historique. Quand on travaille sur nous, on a travaillé sur une je ne sais plus quelle station de RER à la Porte-Maillot, je ne vous raconte pas le nombre de tuyaux, entre guillemets, et de boîtes qu'il y avait autour, quoi. Avoir une très bonne idée de tout ça et le prendre en compte de manière propre, faire un phasage qui est assez précis pour arriver à l'état initial, c'est fondamental. Bon, gérer les incertitudes, je vais passer assez vite. Approche progressive, étude de sensibilité. Ça, c'est un tableau qui est dans les recommandations, qui sera probablement d'ici la fin. Je ne vous demande pas de lire tout ça, le but, c'est pas ça. Le but, c'est de s'apercevoir qu'il y a des flèches vers de retour. D'accord? L'arrogance, c'est ça. L'humilité, c'est revenir en arrière quand on s'aperçoit qu'on s'est planté. Fondamental. Le recul par rapport à ce qu'on fait. J'ai l'impression d'enfoncer des portes ouvertes, évidemment. N'empêche que, quand on est devant son écran, ou dans son casque de réalité virtuelle, hein, kiff, on a tendance un peu à oublier la réalité derrière, et surtout à oublier de regarder les choses toujours avec le recul qui fait « est-ce que j'ai vraiment tout compris ?» Je suis Dieu, il faut que je justifie le fait que je suis Dieu. C'est une boutade, mais c'est vraiment fondamental. Puisque je suis tout puissant sur le modèle, il faut que je sois omniscient. Si vous pouvez donner à vos élèves cette idée-là, c'est vraiment fondamental. Manuel ou automatique. Là, c'est un détail. Nous, les constructeurs, les développeurs de logiciels, on a dans l'idée que si on vous simplifie la vie, il y aura plus de chances que vous nous achetiez nos logiciels. C'est pas faux. Simplifier la vie, c'est très bien. C'est fondamental. Ça permet de garder les budgets, ça permet d'aller plus vite, etc. Mais attention, il faut simplifier jusqu'au moment où la simplification vous entraîne dans la routine. La routine, c'est l'ennemi de la sécurité. J'ai encore l'impression d'avoir ouvert une porte ouverte, mais c'est toujours vrai quand même. Tout ce qui est commode n'est pas valide, et la routine abaisse la tension. Méfiez-vous de ce qui est commode. C'est bien, mais c'est dangereux.
Trop, c'est trop. J'aime bien celle-là. Ça, c'est directement dans les recommandations. Alors, j'ai résumé, et mes collègues du groupe de travail m'excuseront, c'est un résumé qui est valide ou pas. L'idée, c'est qu'évidemment, on a le droit d'être intelligent quand on fait un modèle. On a le droit de ne pas mettre les boutons de porte quand on simule un bâtiment de 30 étages, bien entendu. Fondamental, pragmatique. Il faut être pragmatique. Pour ça, une idée pas forcément idiote, c'est de prendre vos modélisateurs ou futurs modélisateurs et de les envoyer sur les chantiers. Contact avec la réalité. Vous remarquerez que je ne vous ai pas encore parlé de leur donner les capacités d'évaluer des intégrales triples. Hein. Normalement, ils savent tous après la prépa. Mais ce n'est pas le plus fondamental. Non, dernier point là-dessus. Les envoyer sur les chantiers, les confronter à la réalité. Il y a une autre chose qui n'est pas inutile à avoir dans la tête quand on fait la simulation numérique, au moins en Europe, c'est un truc qui s'appelle les eurocodes. Je ne suis pas un grand fan, parce que j'aime bien ma liberté. J'ai fait surtout des modèles de choses profondes ou des eurocodes. On avait un peu tendance à s'asseoir dessus, on n'aurait pas le dire, ils n'étaient pas très pertinents pour nous. Mais avoir des codes, avoir des règles qui permettent que quand je lis le rapport de A et le rapport de B, je sais qu'ils partent à peu près des mêmes conceptions de ce qu'il faut faire, ça peut quand même fortement aider pour le projet lui-même. Hein. Raconter une histoire. Oui, 2 minutes. Dans 2 minutes, j'ai fini. Le modélisateur, quand son modèle a tourné, qui donne des bons résultats, il est content, tout marche, il a fini son travail. Ben non, il a tout juste commencé. Un modèle qui tourne, ça n'a aucune valeur tant que les acteurs du projet, et non pas le modélisateur, ont compris la situation et ses conséquences. Le seul intérêt des modèles, c'est ça. Donc, quand vous vous achetez un modélisateur, prenez-le aussi un peu littéraire, capable d'exprimer une idée, capable de convaincre et capable de faire passer un message aux autres. C'est fondamental. Alors là, je parle en tant qu'ingénieur conseil, mais c'est vrai aussi dans une équipe de chantier. Hein. Il faut que la communication passe. Conclusion, pour maîtriser l'outil, je ne vais pas vous lire tout ça, mais si vous le lisez, vous lisez plus vite que moi je peux vous le dire, vous vous apercevrez qu'en fait, pour être un bon modélisateur, en fait, c'est pas très compliqué. Il suffit d'être un bon ingénieur. Mais réfléchissez. Ce n'est pas qu'une boutade. Je crois que c'est vraiment ça la clé. Tout ce qui est de l'ordre du virtuel nous permet de réfléchir. Je reviens à ce que disait Abel Abdallah, je ne sais pas où il est. L'intérêt essentiel du modèle, c'est d'abord de nous permettre de réfléchir et d'arriver à des conclusions sur le comportement du système. Et éventuellement aussi, ça va nous donner des chiffres. Mais ce n'est pas le plus important. Merci.